Il n'y a pas de dette. La dette, elle a été créée dans les années 70 par Pompidou. Les travailleurs, déjà, il faut qu'on leur explique qu'ils ont la possibilité, collectivement, de redresser la tête. Que ce n'est pas à nous de payer l'addition, on la paye déjà par le fruit de notre travail, de notre productivité. Que finalement, le patronat, c'est un vampire. Quand aujourd'hui, le gouvernement a fait un choix délibéré de reverser chaque année 211 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie, alors que pendant ce temps-là, on a plus de 300 000 licenciements orchestrés en 2025, quand on a 10% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, on a besoin d'une répartition des richesses. Donc ça veut dire que Bayrou ou pas Bayrou, ou un autre ou pas un autre, le 10, on est tous dans les entreprises à bloquer, dans la rue et en manifestation, et à partir du 11 au matin, quoi qu'il arrive, il faut qu'on propose la reconduction de la grève et qu'on soit encore dans la rue à partir du 11 au matin. Vous êtes sur la chaîne On ne veut plus, on est venu parler aujourd'hui du 10 septembre et de ceux qui n'en peuvent plus du gouvernement de Macron et de Bayrou et qui ne veulent plus des mesures néolibérales et de ce système qui nous étouffe. On est une initiative transpartisane de ceux qui veulent transformer la société. Moi c'est Lola et on est aujourd'hui avec Jean-Paul Delesco, donc syndicaliste, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT Nord, donc qui est parmi les premiers du coup à avoir appelé à la grève. Donc tout d'abord, Jean-Paul, merci pour ta présence, qui initie du coup un peu cette chaîne. Est-ce que tu peux un peu nous dire pourquoi c'est important pour vous, du coup, avec l'UD, d'appeler à la mobilisation le 10 septembre? C'était évident d'appeler au 10. Notre document, c'est clair, c'est de travailler avec, bien sûr, nos syndiqués, mais avant tout avec le salariat du Nord. Et c'était tout légitime que si des salariés et des citoyens se révoltent et appellent à une manifestation, une mobilisation sur la rentrée sociale de septembre, c'était pour nous l'opportunité d'être dans la continuité de ce qu'on préparait depuis juillet. On avait déjà lancé un tract avec comme titre « La meilleure défense, c'est l'attaque, préparons la grève ». Voilà, ce tract amenait déjà les notions pour aller au débat avec les travailleurs cet été pour préparer la rentrée sociale. Donc une fois qu'on est sur cette ligne politique-là, c'est tout naturel que quand on a commencé à comprendre au mois de juillet, quand on a analysé les choses, qu'il y a un mouvement qui commençait à se préparer, à se construire pour la rentrée sociale sans les organisations syndicales, parce que c'est un mouvement citoyen et un mouvement de personnes. On a tout de suite fait une commission exécutive extraordinaire le 5 août pour prendre la décision démocratiquement et collectivement d'appeler à la grève et manifestation le 10 septembre. Porter le 10 dans le Nord, c'était aussi préparer le débat du CCN du 26 et 27 pour pousser que l'organisation appelle aussi au 10. On ne se voyait pas attendre quelconque date de syndicalisme rassemblé pour commencer à préparer la rentrée sociale, alors que là, il y avait des travailleurs qui en avaient marre de la politique Bayrou-Macron et qui voulaient s'organiser, ou tout au moins tenter d'essayer de s'organiser pour bloquer la France. Tu as des camarades qui disent « Ouais, mais le 10, ça peut être rattrapé par les fachos, c'est la droite, l'extrême droite. » Mais si on n'y est pas, on laisse la place. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut aussi se confronter au débat idéologique dans l'organisation et dans le monde du travail, il faut l'organiser, il faut y aller, il faut débattre avec les travailleurs. En 2018, c'est l'erreur qu'a fait la CGT. Quand je dis la CGT, c'est la Confédération Générale du Travail, de ne pas appeler à converger avec les Gilets jaunes. Nous, on avait eu un comité général en décembre 2018 qui appelait tout de suite à l'acte 1 d'aller en direction des Gilets jaunes. C'est des travailleurs. L'UL de Tourcoing, par exemple, a tout de suite été en direction des travailleurs, a été rencontrer les travailleurs sur les ronds-points pour discuter avec eux, et puis aussi, à un moment donné, pour ramener du débat idéologique sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'impérialisme. Tu l'as dit tout à l'heure, on parle de néolibéral, qu'est-ce que c'est ? Tu as beaucoup aujourd'hui de salariés, de travailleurs qui sont convaincus qu'ils payent trop ceci ou ils payent trop cela, que la vie est chère. Mais au-delà de ça et derrière ça,
il y a quand même des chiens de garde. Hein. On va les appeler comme on doit les appeler. Hein. Aujourd'hui, Macron, c'est un chien de garde du capital. Il a travaillé pour Rothschild. Il faut simplement regarder le parcours des uns et des autres pour voir quel camp ils vont représenter. Ils ne représentent pas les travailleurs. Ils représentent bien le capital. Et à partir de là, aussi bien le président que son Premier ministre sont là pour représenter les intérêts des plus riches. Et d'abord, si on fait le bilan des années Macron, il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. Les milliardaires ont doublé. Les dividendes ont triplé pendant le temps qu'on demande aux petits et aux travailleurs de se serrer la ceinture. Donc, à un moment donné, notre rôle, c'est d'être présent avec ces travailleurs-là, d'être présent avec le monde du travail. C'est notre rôle en tant que syndicaliste, justement, de ne pas louper le coche et d'être avec eux. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il ne faut pas faire la même erreur justement que durant les Gilets jaunes où une grosse partie du coup, des syndicalistes sont restés complètement à côté de l'énorme mouvement social que c'était. Et là, concrètement, en fait, on a vraiment un ras-le-bol général. Il y a le budget, effectivement, de Bayrou. Hein. Tu disais que Macron, c'était vraiment, on va dire, le laquais du capitalisme. Bayrou, c'est le laquais de Macron qui représente aujourd'hui les réformes néolibérales. Et là, ça fait vraiment des années et des années qu'on a des mesures néolibérales de plus en plus poussées, avec des casses du service public, avec des casses des salaires, des baisses du salaire. On a eu la retraite. Là, vraiment, le budget Bayrou, avec en plus la suppression des 2 jours fériés, c'est le ras-le-bol général qui peut que amener à une mobilisation générale. Donc si les travailleurs et les travailleuses veulent se mobiliser, je pense que le syndicalisme, ça doit totalement, les syndicalistes doivent être totalement présents du coup et appelés à ça. Être présent, mais pas être présent que pour être présent. Hein. Je pense qu'on a 2 objectifs. Le premier, c'est que nous, on est ancrés dans les entreprises. Et donc, à partir de là, si on veut combattre le système capitaliste, ça ne peut être que par la grève. Nous, on est convaincus qu'en tant que travailleurs, c'est nous qui produisons les richesses et c'est les capitalistes qui se les accaparent. Donc, notre premier rôle en tant que syndicat CGT, c'est de faire en sorte de bloquer le système productif de ce pays et de proposer la grève aux travailleurs. Le problème, c'est que dans la conscientisation d'aujourd'hui, il n'y a pas de bouton magique pour y arriver. Ça veut dire qu'il faut débattre avec les travailleurs. Il faut leur expliquer qu'il y a une autre possibilité d'une autre société, que finalement le patronat, c'est quoi? C'est un vampire qui suce tout ce qu'il peut au niveau des travailleurs tous les jours. Les travailleurs, déjà, il faut qu'on leur explique qu'ils ont la possibilité collectivement de redresser la tête, qu'il n'y a rien d'inévitable, que ce n'est pas à nous de payer l'addition, on la paye déjà par le fruit de notre travail, de notre productivité. Et donc, à partir de là, il faut déjà qu'on propose, et c'est pour ça qu'on parle le 10, parce qu'on a pris conscience, au moins dans le Nord, qu'il fallait qu'on propose aux travailleurs de relever la tête. Et après, de leur donner du contenu pour relever la tête. Quand aujourd'hui, le gouvernement a fait un choix délibéré de reverser chaque année 211 milliards d'aides aux entreprises sans contrepartie, alors que pendant ce temps-là, on a plus de 300 000 licenciements orchestrés en 2025, quand on a 10% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, on a besoin d'une répartition des richesses. Mais ça ne se claque pas. Avec les médias dominants, c'est clair qu'on n'a pas ce débat-là à BFM, on n'a pas ce débat-là à CNews, on n'a pas ce débat-là dans 90% des médias. Et donc, il faut qu'on utilise toutes les possibilités, comme l'interview d'aujourd'hui, de passer le message auprès des travailleurs qu'il y a possibilité de faire autrement. Ça, c'est la double besogne de l'organisation CGT, c'est qu'il y a les revendications immédiates et il y a la transformation de la société. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait le débat de la transformation de la société avec les travailleurs de ce pays. Parce que sinon, ils vont partir en guerre. C'est nous qui allons payer de l'addition et c'est nous qui allons envoyer nos gosses pour leur intérêt personnel. Et donc, il faut qu'on ait l'explication. Je pense que les travailleurs sont assez intelligents pour comprendre, quand on leur permet l'analyse dans le débat, de réfléchir et de se dire « c'est quoi mon intérêt ?»
Et ça, il faut qu'on le provoque partout. On a eu une assemblée générale ce matin dans une union locale dans le Nord, où il y avait quand même 130 participants. On sent bien qu'il y a besoin de débattre de ça. Il y a besoin dans les entreprises d'aller au débat, de provoquer des assemblées générales. D'ici mercredi prochain, dans chaque syndicat CGT, il doit y avoir une assemblée générale qui doit être provoquée. Aller au débat avec les travailleurs, faire prendre conscience qu'on peut faire autrement. Et faire autrement, ce n'est pas renverser un gouvernement. Parce que un gouvernement qui est à la botte du capital, si à un moment donné on ne touche pas même au capital, il remettra en place d'autres gouvernements qu'il a besoin. Donc c'est vraiment avoir le débat des travailleurs, bloquer l'outil de travail, parler de la grève à partir du 10 et comment on peut la reconduire dans certains secteurs. On sait très bien que dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises, ce n'est pas possible de reconduire la grève de la même façon. Donc il y a des secteurs où on va pouvoir la reconduire et il y a d'autres secteurs où peut-être on peut rester à disposition par solidarité avec d'autres qui auraient les moyens de reconduire la grève. On pense par exemple aux camarades de la FNME, énergéticiens gaziers, qui sont en grève reconductible depuis mardi. Ces camarades-là ont besoin de soutien pour aller jusqu'au bout de leur combat pour leurs revendications. Sans oublier que dans leurs revendications, il y a 3 sortes de revendications qui sont portées par les camarades. C'est bien sûr les grilles de salaire et la revalorisation salariale, mais c'est aussi l'augmentation de la TVA à 20%. Et donc là, ça touche tous les citoyens. Ça veut dire que la CGT porte une revendication pour l'ensemble des citoyens et l'ensemble des personnes qui utilisent le service public d'électricité et gazier. Et le troisième, c'est finalement, il y a tout un processus progressiste qui est proposé par la CGT pour se réaccaparer les outils de première nécessité. Et l'énergie et le gaz en font partie. L'énergie et le gaz ne devraient pas être sur la bourse. Ils devraient servir à tout le monde, comme avant EDF, comme à la création d'EDF. Ça veut dire que qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, quand je dis riche, on se comprend, hein, on a tous besoin de se loger, de se chauffer, on a tous le besoin de vivre. Et donc à partir de là, il devrait y avoir un tarif unique. Ça, c'est déjà un début, parce que ça permet que si on arrive à gagner là-dessus, on envoie aussi un message dans le monde du travail. C'est que par la grève, on peut gagner. Ça fait longtemps, moi je l'ai dit ce matin à l'Assemblée générale, je ne vais rien cacher à ceux qui suivent votre média, c'est que ça fait longtemps que là, notre camp, il n'y a pas gagné. Hein. Et il faut qu'on aille à la victoire. Hein. Et si la victoire de nos camarades énergéticiens gaziers pouvait accélérer le mouvement, eh ben, il faut qu'on y participe partout où on peut, aller les soutenir sur les piquets de grève et montrer notre solidarité en tant que travailleurs. On est du même camp. C'est ça aussi qu'il faut faire prendre conscience aux travailleurs. C'est qu'il n'y a que 2 camps. Hein. Il y a 2 côtés de la barrière. Il y a la nôtre, celle des exploités et celle des exploitants. Voilà, on choisit son camp. Ils veulent nous diviser en disant les privés d'emploi, les retraites. Non, on fait tous partie du même camp. On est des travailleurs et à partir de là, des exploités. Et nous, il faut qu'on revendique et qu'on aille jusqu'à la victoire pour gagner. C'est ça qui nous manque et je pense qu'on peut être en capacité d'être sur cette impulsion-là à partir du 10. Il y a aussi la date du 18 qui arrive derrière. Il y a une autre date sur le 9. Tout à l'heure, on en parlera sur le 9 octobre. Je pense qu'on doit utiliser aussi toutes les dates pour continuer le rapport de force et entre deux où on est en capacité de proposer aux travailleurs la reconduction de la grève. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, de toute façon, je pense qu'effectivement, ce qui manque, c'est l'organisation collective, la conscience collective, hein, qu'en fait, on est une force. Rappeler aussi, en fait, qui produit. Donc, globalement, je ne sais pas si tu avais entendu un petit peu l'interview du coup de Bayrou qui nous explique que voilà, les ressources, l'argent est donné par l'État en France, du coup, au reste de la population, en négligeant totalement le fait qu'en fait, c'est les travailleurs juste qui produisent et qui financent la totalité de ce système, la totalité des fonctions publiques.
on paye pour nos droits et après on nous fait voilà, tout un discours sur la dette qui serait du coup aux travailleurs, aux travailleuses de payer, que ce serait à nous de rembourser. Il n'y a pas de dette. La dette, elle a été créée dans les années 70 par Pompidou. Il n'y a pas de dette. Mais c'est pas parce que je dis ça que les travailleurs ils vont y croire. Je peux pas en 2 minutes expliquer le cheminement de la dette et comment ils ont créé cette dette artificielle pour dire de nous maintenir dans un processus avec une banque centrale, etc., pour nous maintenir en vrai. Comme ça, ils nous maintiennent au niveau de la France, ils nous maintiennent au niveau européen, et leur but, c'est qu'on ne revendique plus et qu'on se dise « Oh, bah, y a de la dette ». Non, la dette, elle est virtuelle. La dette, elle n'existe pas. Elle est créée. Et qu'il y ait une culpabilisation, justement. Mais bien sûr, parce que de tu tout le monde, maintiens en fait. les masses. Tu maintiens les masses. N'oublions pas qu'on est dans un système capitaliste. On n'est pas dans notre système à nous, hein. On est dans le système des autres, de ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous exploitent. Donc, tant qu'on ne changera pas de système, j'ai envie de dire, on est dans leur système. Et comment on les combat à l'intérieur même de leur système? C'est ça, donc c'est la prise de conscience. Il faut faire prendre conscience aux travailleurs. C'est de... Voilà, ça ne se fait pas sur 5 minutes. Nous-mêmes, on a été formés. C'est un travail de longue haleine. On a analysé collectivement les choses pour essayer de les comprendre. Donc, à nous d'utiliser, par exemple, le 10 pour avoir des assemblées générales de travailleurs dans les entreprises et commencer à aller au débat sur ces questions-là. Aujourd'hui, on a eu toutes les entreprises en France, pratiquement les grandes entreprises, déjà celles du CAC 40, elles font des bénéfices à crever. Les NAO sont à 0%. On a eu, vous avez sûrement suivi il y a 2 ans, pendant le mouvement des retraites, on a eu les camarades de Verbaudet qui s'étaient mis en grève. Un syndicat maison proche des exploiteurs avait signé une NAO à 0%, alors qu'on était sur un groupe mondial qui faisait des millions d'euros de bénéfices. Les filles, elles ont arraché 100 euros d'augmentation avec 6 mois de grève pratiquement. Voilà. Des travailleuses à mi-temps qui gagnent 700 balles par mois, quoi. Elles se sont mises en grève et elles ont gagné contre un lobby. Elles ont gagné parce que 100 euros arrachés d'augmentation de salaire. Alors, il y en a qui diront peut-être c'est pas cher payé pour 6 mois de grève, mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'est une victoire sans précédent. Hein. Sans précédent. Oui, c'est ce que tu disais avant. On a peu de victoires actuellement dans le camp social ces dernières années. On a vu avec la réforme des retraites qu'on pouvait être tous dans la rue, qu'il y avait une grève une fois par semaine et que malgré ça, c'était très difficile. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut construire le discours collectivement, s'organiser et pas attendre en fait peut-être des formats actuels, peut-être pas exactement refaire comme la réforme des retraites. Je pense que c'est une discussion qu'il y a maintenant, c'est aussi pour... Ça, c'est clair, et c'est le débat qu'on a en interne dans l'organisation. Hein. Aujourd'hui, nous, on a encore poussé au CCN du 26-27, qui est l'organe de direction de la CGT, avec tous les représentants des unions départementales et des fédérations. On a poussé pour qu'apparaisse le 10 et que ce ne soit pas le 18 qui soit le début d'un mouvement, à l'appel de l'intersyndicale, mais bien à partir du 10. Et les intersyndicales qu'on a fait, nous, au niveau départemental, on a bien dit aux camarades qui ne viendraient que nous rejoindre le 18, que le mouvement, nous, il commence le 10. Hein, et qu'on le fera avec le peuple à partir du 10. Et que c'est eux qui décideront des suites à donner dans le mouvement. On a bien fait comprendre que ce ne sera pas l'intersyndicale départementale avec la CFDT qui décidera de la suite des mouvements, mais bien les travailleurs eux-mêmes avec leurs organisations qui veulent aller jusqu'à la victoire. Justement, tu le vois un peu comment ça t'appelle au 18, parce qu'il y a un peu quelque chose en mode soit une volonté de donner une continuité, mais un peu de manière maladroite, et donc en voyant pas l'ampleur que le 10 peut prendre, parce que je pense qu'une grosse partie des gens qui veulent se mobiliser le 10, ils veulent faire le 11, le 12, le 13, et ils veulent pas faire seulement le 10 et le 18. Ou alors est-ce que c'est plutôt un moyen de pas récupérer le mouvement, mais disons de reprendre contrôle un peu sur le mouvement, vu qu'en fait l'intersyndicale n'a pas du tout réussi à contrôler pour le 10, a été à la traîne, a dû avoir un peu de la pression de la base syndicale et de toutes les assemblées Indignon et compagnie qui ont appelé au 10. Il y a un peu quelque chose d'assez particulier avec ce 18. Je ne sais pas si la stratégie
elle est un peu mauvaise. Enfin, en tout cas, il y a des discussions dessus et je voulais bien avoir ton avis aussi. C'est pas une question de mauvais ou de bien, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien que le syndicalisme rassemblé, voilà, il a pris une grande dimension dans les organisations. Au final, on fait des unités de sigles où on devrait être à l'unité des travailleurs. Et on l'a vu avec les retraites, ça ne peut pas marcher parce qu'au bout du bout, quand tu as certaines organisations qui, on sait déjà qu'ils vont trahir du départ, c'est très compliqué d'avoir une stratégie pour aller à la victoire. Il faut réellement se poser cette question-là. Alors cette question, elle doit être posée dans l'organisation et elle doit être débattue dans les bases. Et on a un congrès confédéral en juin prochain. Ça pourrait très bien être une question qui soit posée dans le congrès confédéral par les syndicats CGT. Il faut vraiment qu'on en discute, mais j'ai pas de réponse à apporter là-dessus. C'est les bases qui doivent décider. Nous, on est là pour amener le débat, débattre avec les bases et se dire qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on gagne ou qu'on perde. Quand Bayrou il va à la journée d'été, à la journée de rentrée de la CFDT, comment, je sais pas, mais comment tu peux faire une intersyndicale et te dire dans ta tête que tu as une chance d'aller à la gagne quand un syndicat invite le Premier ministre à sa journée de rentrée. Alors que toutes les propositions qui sont faites, c'est taper sur les travailleurs, taper sur les salariés, prendre le fric où il peut le prendre dans les poches des exploités, parce que le but, c'est quoi? On n'en a pas encore parlé depuis tout à l'heure, mais le but, c'est de faire entrer la France en guerre. Hein. Aujourd'hui, c'est l'effort de guerre, c'est-à-dire prendre notre argent dans nos poches pour financer la guerre. Wow, il faut et le fond du sujet, il est là. Hein. Alors bien sûr qu'il y a les salaires, bien sûr qu'il y a 2 jours fériés, bien sûr ceci, bien sûr cela. Mais le fond, c'est à quoi notre argent va servir. Il va servir à financer la guerre. Et donc, on a un président aujourd'hui qui est en train de préparer son peuple à aller à la guerre. Donc nous, on rappelle dans ce contexte que, premièrement, la CGT a toujours été du côté de la paix, mais au-delà de ça, pour la CGT du Nord, c'est clair. On n'enverra pas nos gosses mourir pour un exploiteur, parce que c'est ça la guerre. Et donc ça, c'est hors de question. Et donc ça, il faut qu'on l'explique aussi. Il faut qu'on l'explique pour qu'il y ait une prise de conscience. Aujourd'hui, on a des génocides qui sont en cours devant nos yeux. À Gaza, en Palestine, la France et l'Allemagne, en général, surtout ces 2 pays-là en Europe, sont quand même particulièrement virulents envers ceux qui osent relever la tête pour faire en sorte que le génocide s'arrête en Palestine. Et nous, on est très bien placés dans l'UD du Nord pour le savoir. Donc, on a besoin de débattre aussi ça avec les travailleurs, parce que parfois, les travailleurs souffrent tellement, tous les jours, qu'ils pensent que ce qui arrive à l'autre bout de la planète ne les concerne pas. Alors que ce n'est que des questions impérialistes et donc des questions de capital, et qui se font encore du pognon là-dessus. Et ça, il faut le faire prendre conscience aux travailleurs. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qu'il faut faire à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant, il faut qu'on ait une explication auprès des travailleurs que ce qui se passe en international a un effet direct sur les entreprises en France et que pendant ce temps-là, on a un gouvernement, on a un président, on a toute une machine d'État qui est tournée vers la guerre. On est quand même le 2e exportateur d'armes au monde. Alors, très loin devant les États-Unis, derrière les États-Unis, mais on est quand même le 2e. C'est-à-dire qu'on vend des armes partout pour détruire dans le monde. Moi, je n'ai pas vraiment envie, quand on dit Jean-Paul Deleesco, il habite en France, que je sois le représentant de la guerre dans le monde. Donc ça, il faut aussi qu'on en débatte et qu'on fasse prendre conscience aux travailleurs qui peuvent changer les choses. Et on l'avait déjà dit il y a quelques mois dans un tract, c'est qu'il fallait peut-être aussi, pour avoir la paix, se préparer à la grève pour exiger la paix. Parce que je pense que si on était en capacité d'être en grève dans les entreprises pour exiger la paix, la France n'aurait
aucun autre choix que de proposer la paix, parce qu'elle sait très bien que si on était en possibilité de bloquer le capital, la paix, on l'aurait du jour au lendemain. Donc on a une responsabilité forte dans le mouvement social d'aller au contact des travailleurs. C'est pour ça qu'on est là le 10 et qu'on a pris la décision tout de suite. C'est tous ces aspects-là, parce qu'on ne peut pas les saucissonner. Il n'y a pas un qui est plus important, tout est lié. La commission exécutive, le débat qu'elle a eu le 5 août, elle pense que la guerre, c'est central dans ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde, et qu'on a besoin d'expliquer ça et de le combattre. Tu as parlé du syndicalisme rassemblé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le syndicalisme rassemblé, c'est quoi? C'est toutes les nuances du syndicalisme qui va de la CFTC à Solidaire, ça veut dire l'ensemble des organisations syndicales, c'est ça le syndicalisme rassemblé. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se rend compte que la CGT n'appelle plus seule. Quand elle veut appeler, on se pose d'abord la question de savoir, on va poser la question à la CFDT, on va voir avec les autres. C'est ça le syndicalisme rassemblé. Moi, en tout cas pour l'UD du Nord, dans notre document d'orientation, ce que les travailleurs dans le Nord ont besoin, ce n'est pas le syndicalisme rassemblé, c'est l'unité des travailleurs. Syndicalisme rassemblé, c'est un peu la notion de partenaire social. Les syndicats seraient des partenaires sociaux. Non, on n'est pas des partenaires sociaux. Non. Nous, on est dans le système exploité-exploiteur, et donc à partir de là, on n'est pas des partenaires du patronat. Nous, si je voudrais résumer, nos partenaires, c'est les travailleurs, hein. C'est les exploités, hein. C'est pas ceux qui tirent notre chaîne. Et du coup, pour revenir un peu sur la question de la guerre, je pense que le changement un peu de stratégie du gouvernement par rapport à ça, c'est pas anodin, parce que du coup, ça fait 6 mois qu'on a un discours guerrier, qu'on nous dit il faut augmenter tel et tel budget de la guerre, il faut mettre tel et tel milliard d'argent du coup pour la guerre, et on nous justifie en fait les réformes néolibérales et les attaques des conquis sociaux par rapport à la guerre. Mais là, tout d'un coup, Bayrou, du coup, juste avant la mobilisation sociale, alors qu'il y a déjà du coup un appel au 10, il nous parle à ce moment-là de la dette. Et le discours de guerre, il le met un peu en arrière. Alors qu'au même moment, du coup, par rapport à l'hôpital, on nous dit que voilà, l'hôpital, il faudra accueillir tel et tel nombre du coup, de places pour les blessés. Donc moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment une préparation à la guerre. De toute manière, voilà, on vit dans un pays impérialiste. On est entouré aussi de pays impérialistes. Le soutien, du coup, au génocide à Gaza avec l'envoi d'armes, c'est pas anodin. Et du coup, toute cette question du budget militaire qui augmente, c'est pas anodin non plus. Mais je pense que les gens ont extrêmement peur. Et en fait, parler de la guerre, ça permet aussi aux gens d'avoir peur et d'accepter beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors qu'en réalité, actuellement, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ce qu'on sait, c'est que, et tu l'as dit avant, si on s'organise, si une grève s'organise aussi pour la paix, la force collective des travailleurs, justement, ça peut empêcher la guerre. Et c'est sûrement d'ailleurs un des plus grands moyens qu'on a là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le mette en lien avec le 10. Ça ne peut pas être saucissonné, quoi. Le 10, c'est avant tout contre la guerre. Et si on est contre la guerre, à un moment donné, on va se poser les vraies questions, hein. Le salaire, il sert à quoi? Il doit être réparti à qui? Les services publics, comment son financement? Parce que si on est dans l'effort de guerre, on ne parle plus de tout ça. On efface tout. Donc nous, notre rôle de représentant des travailleurs, c'est justement l'intérêt des travailleurs. L'intérêt des travailleurs, c'est leur revendication et la satisfaction de leurs besoins. Et pour gagner ça, il faut qu'on leur explique dans quel camp ils sont, comment ils sont exploités. Il faut revenir à la genèse au départ, parce que beaucoup de salariés aujourd'hui, le camp exploité-exploiteur, voilà, on n'est plus à Germinal. On n'est plus à Germinal. Nous, on sait qu'on y est encore, hein, parce qu'il y a certaines... allez voir les camarades de la sidérurgie à Dunkerque, dans les conditions qu'ils travaillent, parfois ils travaillent encore comme Germinal, hein. Mais il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui pensent qu'il n'y a plus cette notion exploité-exploiteur. Et donc, il faut qu'on réexplique, qu'on aille prendre le temps nécessaire. Et là, on a vraiment un moment particulier, quand on est dans les préparations comme ça de grève et de manifestations et de blocage, c'est le temps nécessaire des assemblées générales pour aller discuter avec les salariés. Voilà.
Là, il faut vraiment qu'on prenne le temps. C'est ce que j'ai redit ce matin en Assemblée générale, c'est que d'ici mercredi, tout le temps du syndicat doit servir à aller rencontrer les travailleurs collectivement, leur poser la question de la grève, parfois en débattant et en expliquant pourquoi, mais surtout parler aussi de sa reconduction. Et donc, si on veut parler de sa reconduction et du 11, finalement du 11 matin, il faut aussi expliquer aux travailleurs pourquoi on va leur demander de reconduire la grève. Et pour reconduire la grève, il faut prendre conscience qu'en face, il y a quelqu'un qui nous exploite, qui s'accapare la richesse de l'entreprise. Il faut rappeler, ça de toute manière, les grandes richesses accumulées, elles viennent pas de nulle part, elles viennent concrètement du travail des travailleurs et des travailleuses. C'est pas magique, c'est pas eux qui ont produit. Il n'y a que le travailleur qui a la capacité de créer la plus-value. La valeur ajoutée d'une marchandise est créée par le travailleur. Elle est créée par rien d'autre. C'est un process. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du process, de la marchandisation, etc. Mais dans sa création, il y a un process. Et sans le travailleur, il n'y a pas de process. Et donc, il n'y a pas de richesse. Un patron peut se féliciter d'amener un capital pour créer une entreprise. S'il n'y a pas des travailleurs pour le faire fructifier, il repart avec le pognon qu'il a mis au départ. Et donc, à un moment donné, nous, il faut qu'on fasse prendre conscience que dans ce jeu du capital, c'est nous qui créons les richesses et donc ça doit être réparti entre les travailleurs. En vrai, on a les miettes. Les miettes, c'est le salaire. On a de quoi se lever le lendemain globalement et de pouvoir retourner au travail. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, d'autant plus dans une mobilisation sociale comme ça, où il y a énormément de mensonges du coup, qui sont répétés par le gouvernement. Moi, je voulais revenir un peu sur la répression. Tu en as parlé un peu avant, notamment avec la question de la Palestine. En France, on commence à être vraiment habitué, je pense, à la répression. On a vu une répression multiforme ces dernières années contre la réforme des retraites, contre les Gilets jaunes, bien sûr, en 2018. 2018, une énorme répression contre les Gilets jaunes. On a vu une répression contre la mobilisation populaire lors du meurtre raciste de Naël, une répression assez féroce, et très récemment la mobilisation pro-Palestine qui a été réprimée avec une forme assez violente, mais aussi du coup la forme légale, où on a tenté du coup d'instrumentaliser, on a instrumentalisé globalement l'antisémitisme à des visées islamophobes pour empêcher toute lutte anticoloniale et toute lutte anti-génocidaire. Donc toi-même, tu as été condamné du coup pour apologie du terrorisme, pour un simple tract pour soutenir la Palestine et la résistance palestinienne. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette répression? Qu'est-ce qu'elle signifie aussi du système en crise? Et comment tu l'as vécu, cette répression? Nous, après le 7 octobre, dès le 10, on a sorti un tract aux travailleurs, et donc en expliquant que le 7 octobre, rien n'a commencé le 7 octobre. Et donc à partir de là, une fois que tu dis ça déjà, t'es considéré comme hors de leur système. Et donc... après, il y a eu toute la répression qui s'est mise en place, garde à vue. En plus, on avait quand même un préfet dans le Nord à ce temps-là, même encore maintenant, mais surtout à ce moment-là, un bon préfet fasciste, on va dire, il faut être honnête, le préfet Leclerc, et donc qui a fait un article 40 contre la CGT du Nord. Et à partir de là, tout s'est enchaîné, garde à vue, tribunal, accusé d'apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale quand même. Il ne faut pas oublier non plus le deuxième chef d'accusation qui n'a pas été retenu pendant le tribunal du 28 mars, mais il y avait quand même apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Donc, dans ce tract-là, on appelait quand même, en plus... parce qu'on fait le lien quand même avec la Palestine et les prisonniers de Tzahal. Donc on parlait en même temps de notre camarade Salah Hamouri et bien évidemment de notre frère de lutte, Georges Ibrahim Abdallah. Donc on avait un trio dans le tract qui plaisait pas, c'est clair. On n'était pas dans la mouvance générale. 3 jours après le 7 octobre, des pleurs, de ceci, de cela. Alors que par contre, dans le tract, on l'avait dit clairement, parce qu'on savait comment ça allait se passer.
Je pense qu'on a vu, on l'a écrit, on a vu trop clair avant tout le monde et on l'a écrit avant tout le monde. C'est que on s'inclinait aussi devant tous les morts. Parce qu'on savait très bien que dans la propagande qui allait se mettre en place, un Israélien ne valait pas la vie d'un Palestinien. Et donc, on l'avait aussi dénoncé, ça. Dans notre tract, on l'avait écrit à notre façon, mais on l'avait dénoncé. Donc voilà, on a été accusés, un an de prison avec sursis, et aujourd'hui on est en appel. On est en appel depuis le 28 mars. Hein, le jour même, j'ai fait tout de suite appel de la décision, et on attend le jugement en appel. Alors je pense que la conjoncture politique fait que on a vu avec Anas qui devait passer, Anas Kazim, de Sudrail à Paris, qui devait passer au tribunal au mois de juin pour les mêmes chefs d'accusation, apologie du terrorisme. Son jugement en première instance a été reporté à juin 2026. Donc on voit que la conjoncture actuelle n'est peut-être pas propice, parce que bon, celui qui croit encore aujourd'hui que les tribunaux sont indépendants du gouvernement, bon, ils peuvent y croire, hein, mais nous, ça fait bien longtemps qu'on ne croit plus au Père Noël. Et donc, on sait très bien que c'est une décision politique qui a été prise contre l'UD du Nord et contre ma personne. Donc, l'appel, on l'attend toujours. On sait qu'on souhaiterait qu'il soit effectif le plus rapidement possible, parce que ça permettrait de ramener le débat en avant de la Palestine, de l'extermination de nos frères et sœurs à Gaza, mais aussi de la colonisation qui est toujours en cours et qui est en train de se multiplier en Cisjordanie et à Jérusalem. Donc voilà, on a besoin de continuer le combat. Nous, ça fait 2 ans qu'on est dessus, avec, pas tout seul bien évidemment, hein, avec la FPS, avec certaines associations qui appellent, pour la libération de la Palestine. Et on fait ce qu'on peut faire avec eux et en informant nos syndiqués. Voilà, on joue notre rôle, on continue, on essaye, on tente par tous les moyens qui sont mis à notre disposition, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, qu'on arrête ce massacre à Gaza. Tu parlais des tribunaux et du coup de cet harcèlement à la fois policier et judiciaire qu'il y a eu sur les personnes qui sont mobilisées pour la Palestine. Je pense qu'on voit du coup cette question de dépendance par rapport à l'État et par rapport à la politique coloniale et du coup qui soutient concrètement le génocide à Gaza en France, par rapport à la différence dans les autres pays. Enfin, si on voit même par exemple en Irlande ou en Amérique du Sud, le changement de biais du coup qu'il y a, où les gouvernements sont plus proches, en Espagne aussi, ouais, qui sont tout à fait beaucoup plus prêts à soutenir Gaza, à dénoncer la colonisation à Gaza. On n'a pas un harcèlement policier comme ça. Et je pense qu'il y a du coup ce côté-là de la France en tant que pays impérialiste. Et puis on a aussi un système qui est de plus en plus en crise, et qui plus est en crise, plus produit de la violence. Et concrètement, ne sait que réagir par une répression féroce. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui a préoccupé la plupart des mouvements sociaux du coup, ces dernières années. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à être habitué. Et il faut s'y attendre aussi le 10, l'après-10, les jours qui suivront, puisque si le gouvernement voit que le rapport de force se crée, c'est clair qu'ils vont tenter par tous les moyens de réprimer le mouvement social en cours qui va se mettre en place. Nous, on l'a prévu, ça. Alors, on l'a prévu sur la manifestation, parce qu'on met toujours un service d'ordre à disposition de l'organisation à la manifestation. Ça, on l'a prévu. Mais ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est tout ce qui est en dehors des manifestations, même parfois les piquets de grève, puisqu'on a déjà vu sur des piquets de grève. Et à Verbaudet, clairement, le maire de la ville d'à côté, c'était quand même Darmanin. Hein. Donc, les répressions, c'est ce que c'est. Les camarades l'ont subi et à Verbaudet sur le piquet de grève, où c'est quand même une majorité de femmes qui ont été tirées par les cheveux, gazées et matraquées par des CRS. Ça a été nos camarades de la Halte Saint-Jean, les sans-papiers, nos camarades de sans-papiers de la Halte Saint-Jean,
qui ont été aussi maltraités par la police, tous les jours sur les piquets de grève. Il y a eu deux intrusions dans des bâtiments privés par la police, par les CRS. Voilà quoi. On est habitué à ça parce que dès qu'il y a un mouvement et dès qu'on redresse la tête, l'ordre établi veut que on la rabaisse tout de suite. Et donc, à nous aussi de nous organiser. Parce que il y a peut-être aussi des façons de faire pour que nos camarades soient moins réprimés. Déjà, le nombre, hein. Il faut être honnête. Quand tu fais une action à 5 et quand tu la fais 5000, ça n'a pas le même impact. Et donc, il faut faire aussi attention à tout ça. Mais je pense qu'il faut que ça s'organise. Et il faut faire très attention de ne pas envoyer des camarades au feu comme ça, bien analyser que quand on fait quelque chose, il faut qu'il y ait le rapport de force. La bonne nouvelle un peu dans tout ça, hein, c'est qu'avec plusieurs années d'affilée de violence et de répression, les gens sont plutôt habitués. En vérité, c'est assez formateur hein, d'être dans les manifestations et d'être réprimés. Et donc, je pense que voilà, le biais de la surprise, ils pourront moins l'avoir cette fois-ci. On sait à quoi s'attendre et puis on est beaucoup plus préparé qu'avant. Et à nous de les surprendre. Parce que, bon, ils ne sont pas non plus démultipliables. Hein. Je veux dire, la police de Fouquet, il y a un certain nombre de policiers. Hein. Ils ne peuvent pas le multiplier par 3 ou 4. Hein. Ça veut dire qu'à nous de réfléchir aussi dans nos modes d'action, de les démultiplier, parfois avec un peu moins de nombre, mais sur beaucoup de sites en même temps, pour qu'à un moment donné, ils n'aient même pas les forces nécessaires pour faire ce qu'ils veulent faire. Hein. Il faut qu'on réfléchisse au mode d'action. C'est encore ce qu'on se disait ce matin en AG, où on est en capacité de bloquer dans l'entreprise, on ne se pose pas la question, on est à l'intérieur, il y a 100% ou 80% de grévistes. J'ai même envie de dire, il n'y a même pas besoin de mode d'action. Les salariés ne produisent pas, le capital, il n'y a pas de pognon. Ça, c'est l'exemple le plus simple. Mais après, il peut y avoir des modes d'action sur certaines zones d'activité où, par exemple, il n'y a pas d'organisation syndicale et on serait tenté d'aller faire des organisations de blocage pour essayer de bloquer au maximum l'économie. Et là-dessus, il faut que nos camarades soient très vigilants, réfléchissent ensemble des modes de... Voilà, on n'est pas non plus des martyrs. Donc, il faut bloquer, mais en même temps, il faut être en capacité de pouvoir se déplacer rapidement, bloquer sur plusieurs endroits pour faire en sorte que si demain l'État, le gouvernement souhaitait réprimer le 10, qu'il y ait le moins de moyens possible pour pouvoir le faire. Ce que je retiens et ce que du coup je dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est donc qu'il faut être surprenant le 10 septembre. C'est surtout ça qui permettra du coup d'éviter la répression. Voilà, et puis se rapprocher de syndicats, de se rapprocher de collectifs, de ne pas rester isolé sur des actions. Voilà, il faut vraiment se rapprocher de collectifs dans les départements, dans les localités. Dès qu'on sait qu'il y a un collectif qui se crée, eh ben, on y adhère, on y va, on va voir ce qui se passe pour ne pas se retrouver seul et isolé. Et en même temps, s'il y a des organisations syndicales dans les entreprises, surtout la CGT, puisque la CGT appelle à manifestation et à grève, eh ben, les salariés, on demande aux travailleurs de se rapprocher des organisations syndicales pour voir ensemble qu'est-ce qui est possible pour bloquer l'entreprise. Et pour revenir justement sur cette question de la répression, c'est ce qu'on disait avant, du coup le niveau de crise un peu qu'il exprime, on voit que plus ils vont être violents, virulents le 10, plus ils montrent justement qu'en fait ils ne peuvent plus, hein, on revient sur cette fameuse citation de Lénine, ils ne peuvent plus et en bas nous on ne veut plus. Et je pense que ça sera assez représentatif du coup ce qu'on va voir le 10 septembre. Moi, je voulais te poser un peu une autre question. On a vu un peu Bayrou, du coup, qui a quasiment presque démissionné de lui-même, en tout cas le 8, là, et avec une tentative un petit peu hein, de calmer, enfin, de tenter rapidement, on va dire, de calmer les travailleurs et les travailleuses par rapport au 10 septembre, avec une menace peut-être de dissolution de l'Assemblée nationale ou alors d'un changement de gouvernement. Bon, je connais déjà la réponse, mais est-ce que toi, ça suffit pour toi, du coup, la démission de Bayrou le 8 ? Est-ce que ça va suffire à calmer les travailleurs et les travailleuses ? Je m'en occupe même pas. Je m'en occupe pas, voilà. Bayrou
c'est vraiment le summum de l'opportunisme. J'ai même envie plus de l'appeler Bétaram, il ressemble plus... son nom, il porte très bien, Bétaram. Non, mais, allez, sans rire, Bayrou, c'est quoi? C'est vraiment l'homme opportuniste, le politique le plus opportuniste de la Terre, là. C'est celui qui disait encore il y a 2 ans qu'il ne serait jamais le ministre de Macron et qui, ça fait 40 ans qu'il vit à nos crochets. C'est nous qui le payons. Je pense qu'il n'y a jamais eu un travail. Parce qu'être parlementaire, ce n'est pas un travail. Hein. C'est représenter le peuple. Donc, ce n'est pas un travail. Je pense qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, mais comme d'autres, hein, les Bardella, etc., qui nous disent tous qu'il faut qu'on travaille plus longtemps et qui, eux, n'ont jamais travaillé une seule journée de leur vie. C'est intéressant quand même d'être gouverné par finalement des personnes qui ne savent même pas dans quel monde on vit. Parce qu'ils n'ont jamais vécu dans notre monde. Ils n'ont jamais mis à toile bleue, ils n'ont jamais allé à l'usine, ils n'ont jamais rentré dans une administration pour faire fonctionnaire, etc., pour travailler pour le bien commun, pour les citoyens. Ils n'ont jamais fait ça. Donc, et c'est eux qui vont nous expliquer finalement comment on va devoir payer tout ça. Donc, que ce soit Bayrou ou un autre, je l'ai dit du départ, c'est des chiens de garde. C'est des chiens de garde d'un système qui s'appelle le système capitaliste. Ce système est mondialisé et ils prennent leurs ordres. On sait d'où vient Macron, il vient de Rothschild. On sait pourquoi aussi il a été pris par l'ancien président de la République qui se disait socialiste, parce qu'ils font tous partie des mêmes chiens de garde pour tenir le système en place. Que ce soit Macron ou Hollande. Donc voilà, à un moment donné, Bayrou, ça sera plus Bayrou demain, ça sera un autre. Mais même, j'ai envie de dire, si demain, c'est le nouveau front, le 11, il faudra qu'on soit dans la rue. Parce que qui peut croire qu'aujourd'hui, une orientation politique à elle toute seule peut obliger le capital à revaloriser les salaires, à augmenter les pensions, à faire en sorte qu'on ait du travail pour tous et toutes. Mais personne ne peut croire ça. Donc, même si demain, on avait un gouvernement qui serait mis en place et qui souhaiterait aller un peu plus loin dans les revendications des travailleurs, il faudrait que les travailleurs soient dans la rue pour obliger tout le système à le mettre en place. Donc, ça veut dire que Bayrou, pas Bayrou, ou un autre ou pas un autre, le 10, on est tous dans les entreprises à bloquer, dans la rue et en mobilisation, en manifestation. Et à partir du 11 au matin, quoi qu'il arrive, il faut qu'on propose la reconduction de la grève et qu'on soit encore dans la rue à partir du 11 au matin. Justement, en parlant de grève, je me demandais si tu pouvais un peu conseiller ceux qui travaillent plutôt dans des PME, dans des petites ou des moyennes entreprises, parce que c'est un peu plus compliqué de construire la grève. Et on avait vu, notamment avec les Gilets jaunes, qu'il y avait beaucoup de personnes en fait, qui n'osaient même pas, d'ailleurs, à faire la grève directement, et qui allaient plutôt poser des jours de RTT ou quoi pour aller travailler. Je ne vais pas dire à la télé ou ailleurs à un travailleur le mettre en difficulté pour faire une journée de grève s'il vient d'une entreprise, d'une petite entreprise où il n'y a pas de syndicat. C'est-à-dire, on va lui dire, allez, vas-y, fais-le, et puis le lendemain, il sera licencié, quoi. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de trouver les formes diverses et variées pour faire en sorte que ce jour-là, et à partir de ce jour-là, on soit en capacité de créer le rapport de force. Si pour lui, un travailleur, c'est de se mettre en RTT et de venir en manifestation ce jour-là, ben, je vais vous dire, on a déjà bien avancé idéologiquement sur la prise de conscience du travailleur, qui a décidé quand même d'utiliser une de ses journées de repos pour être présent en manifestation dans la rue, pour exprimer son mécontentement. Il faut vraiment analyser au cas par cas. Je ne peux pas donner, une réponse comme ça normand pour tous. Il faut vraiment l'adapter. Moi, je pense que ce que je peux dire, c'est que dans nos tracts, de temps en temps, on l'exprime, c'est que vraiment les salariés qui se posent ces questions-là, il faut qu'ils se rapprochent sur
l'ensemble des territoires, on a à peu près, au niveau de la France, 800 unions locales. Ça veut dire que pratiquement tous les territoires, il y a une UL. Ce que je propose, moi, c'est que le salarié qui se pose la question, il aille taper à la porte de l'UL, il aille rencontrer le secrétaire général de l'UL et qu'il y ait une discussion avec. Parce que la vraie discussion, c'est pas tellement mercredi, est-ce qu'il peut faire grève, comment il peut le faire, c'est comment aussi on peut créer les conditions de pourquoi pas créer une section syndicale, un syndicat dans l'entreprise, voire aussi aux élections, à la mise en place des élections, etc., pour que voilà, le patron il fasse pas ce qu'il veut comme il veut, parce que c'est sa PME, c'est lui le roi, c'est lui le gourou, c'est lui qui décide. Une PME, ça s'arrête sans droit, sans CSE, jusqu'à 49 salariés. Hein. Donc 49 salariés, c'est déjà une belle petite entreprise. Moi, ce que je propose aux travailleurs qui ne sont pas organisés, c'est de trouver le moyen le mieux adapté pour qu'ils puissent soit faire grève. Il faut savoir que, légalement, il faut 2 travailleurs pour se mettre en grève dans une entreprise. D'accord? Mais le mieux quand même, sur un effectif de 49, s'ils se trouvent à 5 ou 10 et qu'ils disent... Parce que dans le privé, il n'y a pas de préavis de grève. Le matin même, on fait un cahier revendicatif, on va voir son taulier, on dit qu'on se met en grève, on représente les revendications de l'entreprise, qu'il y ait un syndicat ou qu'il n'y ait pas de syndicat. Les salariés ont le droit de se mettre en grève même s'il n'y a pas de syndicat, dans les entreprises privées. Hein. Et donc, à partir de là, si les conditions sont requises, et qu'il y ait 5, 8, 10 salariés qui souhaitent se mettre en grève. Ils réfléchissent, ils discutent entre eux, ils vont même peut-être voir les autres pour leur proposer, et ils se mettent en grève. Mais si les conditions ne sont pas requises, et si le camarade, il veut participer à sa façon, en posant un RTT, en posant une journée ou quoi que ce soit, eh ben c'est toujours le début de quelque chose. Le principal, c'est que le début de quelque chose, ce soit une prise de conscience. De toute façon, je pense qu'on doit tous se mobiliser comme on peut. Après, je pense que voilà, il faut prendre conscience aussi que embêter le patron, on va dire, c'est pas un blocage du coup pour pouvoir faire grève. Si on se met collectivement d'accord et si on discute avec d'autres personnes justement qui veulent aussi se mobiliser, finalement la grève elle peut se construire. Mais je pense que je suis assez d'accord avec toi. En fait, il faut se diriger aussi vers les antennes syndicales et de pouvoir discuter. Et un dernier sujet, je pense, on parle du coup de grève, hein, de grève reconductible dès le 11. Je pense que ce serait extrêmement positif. Rompre aussi justement avec cette grève ponctuelle d'une fois par semaine. Moi, je voulais parler de grève générale parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu vraiment de grosses grèves générales se déclarer. On a eu une très grande du coup en 1995 contre le plan Juppé qui a attaqué les retraites, la sécurité sociale, etc. Est-ce que, à ton avis, c'est encore une arme de prédilection? Est-ce qu'il y a un bouton rouge pour la grève générale? Est-ce qu'on peut la déclarer? Est-ce qu'à un moment, le gouvernement va aller tellement loin que ça va se déclarer, que les travailleurs vont d'eux-mêmes la déclarer? Le mythe du bouton rouge, c'est toujours marrant. On aimerait bien. Si tu prends 68 et si tu prends les grèves de 68, les grèves de 68, elles se sont construites en 67. Tu vois? Le mouvement social, il est pas... il se travaille, ça se travaille tout ça. C'est pas... à moins d'avoir vraiment quelque chose de spontané, où là, je pense que... Là, on parle même plus de grève générale. Si tu as un mouvement spontané où tu as, je sais pas moi, 20 millions de personnes qui relèvent la tête et qui décident de tout bloquer, la question se posera même pas. On sera obligé, tout le monde sera obligé d'être là. Et je veux dire, si la CGT elle n'y est pas, ben, elle ne sert plus à rien. Clairement, hein. C'est notre rôle. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de bouton, il y a à un moment donné un processus qu'il faut qu'on avance, qu'on achemine. Là, on prépare on est sur la préparation du 10. Plus elle sera démocratique, plus elle sera en assemblée générale avec les travailleurs dans tous les espaces, les entreprises. On aura le débat avec eux. On pourra commencer à réfléchir et à poser le processus de la reconduction de la grève. Et une fois qu'on va être sur le processus de reconduction de la grève, on voit l'étape suivante sur la grève générale, comment on peut la construire. Mais c'est une construction, c'est pas... voilà, c'est pas un bouton...
Dans la conscientisation, aujourd'hui, le patronat a une arme médiatique très forte. Hein. Celui qui est abreuvé tous les jours par BFM, il y a beaucoup de travailleurs aujourd'hui. Moi, je travaillais à l'hôpital de Valenciennes. Hein. Aujourd'hui, un patient qui vient à l'hôpital pour se faire hospitaliser, la chaîne gratuite, c'est BFM et Gulli. Ça veut dire que le patient, s'il n'a pas les moyens de se payer la télé, toute la journée, il va écouter BFM. C'est là qu'on se rend compte des choses. Hein. Moi, quand je travaille et quand je fais une toilette et que je me rends compte que pendant 1 heure, c'est le même cirque en boucle qui passe, parce que nous, en tant que militants, on ne regarde jamais ces chaînes-là. Mais quand tu les regardes, tu te rends compte quand même, c'est des machines à abrutir les consciences. Et donc, on a un rôle à jouer là-dedans idéologique, mais voilà, le rôle, vous le jouez à votre niveau, nous, on le joue à notre niveau. Chacun joue sa répartition. Et donc, plus elle sera démultipliée, cette répartition, avec des assemblées générales, avec des médias comme vous, avec des organisations syndicales comme les nôtres, avec des partis politiques, avec des organisations politiques qui vont amener la conscientisation, plus on aura ça et plus on aura le temps d'être sur cette idéologie, plus on avancera sur le terrain. Aujourd'hui, il faut être honnête, hein, on a des reculs idéologiques très forts. Et il faut prendre le temps nécessaire. Et là, je le redis, mais je martèle là-dessus. Hein. Là, pour la préparation du 10, on a un moment particulier. Nous, on l'avait déjà lancé en juillet avec notre tract La meilleure défense, c'est l'attaque, préparons la rentrée sociale. Aujourd'hui, on est dans une autre phase où on est sur non plus préparer la rentrée sociale, mais proposer la grève reconductible. De toute façon, la grève, elle se construit. Après, je pense que c'est pas seulement maintenant. On a eu quand même ces dernières années, on a tenté de faire des choses. Et en vrai, la mobilisation sociale contre la réforme des retraites, même si, bon, à la fin, on n'a pas gagné, je pense qu'elle a quand même déjà mobilisé un peu et tenté, du coup, de conscientiser, du coup, la plupart des travailleurs et travailleuses. Je pense qu'on part pas de zéro. Et je pense que des fois, on a un peu tendance à dire on gagne rien. Mais il y a quand même pas mal de mouvements sociaux, du coup, ces dernières années, qui ont élevé la conscience collective. Donc, moi, je pense que le 10, c'est pas une première étape. En réalité, on est dans la suite. On est vraiment dans une continuité de luttes sociales qui vont continuer, du coup, à préparer les travailleurs à, on va dire, idéalement, une grève générale. On gagne toujours dans la lutte. Tu vois, en 2016, contre la loi travail, moi, j'étais secrétaire général d'une union locale. On a bloqué pendant 6 jours le dépôt pétrolier dans le Chien. On gagne toujours dans la lutte. On gagne de la camaraderie, on gagne aussi des connaissances, etc. Voilà, on gagne. Mais au-delà de ça, maintenant, il nous faut... c'est plus gagner, c'est une vraie victoire qu'il nous faut. Il nous faut quand même une victoire. Là. Même la plus minime qu'elle soit, il nous faut une victoire, il nous faut faire reculer ce gouvernement, il nous faut faire prendre conscience aux travailleurs qu'il y a possibilité d'une autre société, d'une nette répartition des richesses, que l'argent, il y en a dans les poches, on le crie assez souvent en manif, de l'argent dans les poches du patronat. L'argent, il est dans leurs poches, mais il nous appartient. Et c'est ça qui est le plus dur, mais en même temps, c'est ça qu'il faut qu'on fasse prendre conscience aux travailleurs, c'est que cet argent-là, quand on va le chercher, on ne fait pas la manche. On va le chercher parce qu'il est à nous. Comme le salaire socialisé, les cotisations, nous appartiennent. Elle n'appartient pas au patron. C'est bien notre productivité, notre force de travail qui a permis d'avoir cette richesse-là. Et donc, on se la paye. On se la paye par le biais de la sécurité sociale. Et ça, il faut le réexpliquer parce que de plus en plus de salariés, il y a beaucoup de salariés qui prennent plus conscience au fur et à mesure. Mais après, on nous réécrit l'histoire à chaque fois. Hein. Bientôt, la sécurité sociale, si on les écoute, c'est De Gaulle qui a créé la sécurité sociale. Alors qu'on sait que c'est un ministre communiste, cégétiste, qui a créé la sécurité sociale. Il s'appelait Ambroise Croizon. Donc, il faut qu'on rappelle tout ça parce qu'à chaque fois, ils essayent de nous réécrire notre histoire en nous faisant croire que, voilà, en même temps, la sécurité sociale, c'est vraiment un très bon exemple. On était quand même dans un pays qui était en ruine,
qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait plus rien. Il fallait tout rebâtir. Et on était en capacité de se créer des moyens collectifs. Mais c'est énorme. Et là, je peux refaire le lien avec l'énergie, avec les gaziers, avec le statut des cheminots, etc. Tout ce qui a été gagné à ce moment-là, ça a bien été gagné parce qu'il fallait reconstruire la France, il fallait des travailleurs au travail, et donc à un moment donné, il fallait des garanties collectives. Donc, on a l'exemple même que quand tout est réduit à néant, on peut être en capacité d'avoir quand même des garanties collectives. Et la sécurité sociale, c'est l'exemple type. Chaque travailleur a sa carte de sécurité sociale dans sa poche. C'est vraiment l'exemple comme quoi on a un exemple d'avoir une victoire collective. C'est la sécurité sociale. Il faut qu'on utilise tout ça pour aller au débat avec les travailleurs, faire prendre conscience que même le reste, on peut aller l'arracher. En prenant ces exemples-là, on peut faire prendre conscience qu'on peut aller arracher le reste. Et faire comprendre aussi qu'ils rêvent de nous arracher justement cette sécurité sociale. Donc là, on doit passer à l'étape suivante et se battre justement pour gagner de nouvelles choses et dès le 10 septembre. Mais j'étais d'accord avec ce que tu disais. Hein. Je pense que voilà, on a en même temps on a eu des victoires de mobilisation, des victoires de montrer qu'on a été capable de tenir. Mais en même temps, là très rapidement, dès le 10, dès le 11, dès le 12, on a besoin d'avoir des victoires immédiates, pas des petites victoires isolées, des victoires collectives en fait, des victoires plus grandes du coup que dans un seul secteur, et des victoires qui vont nous renforcer et nous permettre encore plus de continuer à se mobiliser et d'élever les consciences collectives. Pour ceux qui manifesteront le 10 dans le Nord, je pense que vous savez où sera Jean-Paul Delesco. À mon avis, vous le trouverez facilement. Merci encore d'avoir du coup introduit pour notre première émission. Alors moi, je vous le dis à tous, rejoignez la mobilisation. Rejoignez le Telegram On ne veut plus pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Il faut qu'on s'organise. Je vous le dis aussi, on a une cagnotte du coup On ne veut plus qui a commencé à être diffusée depuis quelques jours. Ça va nous permettre du coup de financer nos actions, de financer du coup l'impression de tracts, d'affiches. N'hésitez pas à contribuer si vous le pouvez et nous soutenir par ce biais. En tout cas, rendez-vous le 10. On doit tous se mobiliser. Pas une voix ne doit manquer. Rejoignez du coup les antennes syndicales, parlez-en autour de vous, rejoignez les assemblées et à bientôt dans la lutte.